Bien, écoutez, on va commencer, puis de toute façon, les personnes inscrites arriveront au fur et à mesure. Donc, vous vous êtes inscrit à cet atelier dont le thème est « Orient-Occident, qui va diriger le monde en 2030 ». Ont accepté de participer ce matin à cet atelier Carole Couvert, qui est secrétaire générale de la CFE-CGC, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, Olivier Gantois, délégué général de l'Union française des industries pétrolières, et enfin Jean-Louis Guigou, délégué général de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Alors, nous allons procéder, je vous explique un petit peu comment va se passer cet atelier. Il sera découpé en 3 questions principales auxquelles répondront à chaque fois nos intervenants. À la fin de leur intervention, pour chaque question, nous prendrons quelques questions dans le public. Voilà, et ensuite, nous passerons à la deuxième question de façon à ce que ce soit quand même, vous puissiez participer, que ce soit un peu plus interactif. Donc, la première question que nous poserons à nos intervenants est « La civilisation occidentale vit-elle son dernier siècle ?» Alors, si vous le permettez, comme il n'y a qu'une seule femme qui participe à cet atelier, j'aimerais lui donner la parole. Alors, Carole Couvert, pensez-vous que cette civilisation occidentale soit en déclin ? Alors non, je pense que la civilisation occidentale a de beaux jours devant elle, sous réserve de saisir l'opportunité de la crise pour innover, créer, sortir des modèles que l'on connaît aujourd'hui et qui pour beaucoup sont à bout de souffle, et y compris le modèle syndical, puisque je suis secrétaire générale de la Confédération CFE-CGC, et je pense qu'aujourd'hui, le syndicalisme tel qu'il a été pratiqué depuis 60 ans doit faire sa propre révolution pour coller avec le temps de l'entreprise, pour qu'un syndicalisme de proposition qui met au même niveau l'intérêt des salariés et celui des entreprises se développe. Et pour moi, ça fait partie des atouts qui feront que l'Occident gagnera. Un des plus beaux exemples pour illustrer ce propos, c'est la création potentielle de la métropole marseillaise, qui est un combat qui a été mené par notre représentant régional Gilbert Chauvet avec Jean-Luc Chauvin, et qui montre que lorsque patronat salarié, nous portons les mêmes enjeux, nous avons une force de frappe qui est différente au service du collectif. Donc non, c'est pas fini, et je pense que c'est une période extraordinaire, difficile, qui s'ouvre devant nous, mais qui, pour les personnes créatives, va offrir de belles opportunités. Donc un discours plutôt positif. Jean-Louis Guigou, pour vous aussi, il semble que l'Occident ait toujours des atouts. Peut-être que la question la plus difficile, ce serait d'apprendre à partager avec les pays émergents. Oui, tout à fait. Deux réponses à cette question. Est-ce que l'Occident, c'est le déclin, comme l'Espagne, le Portugal, l'Amérique, on serait dominé par la Chine? Deux réponses. La première, sous forme d'une anecdote très rapide. En 2002, je suis à Berlin pour des conférences de prospective et je vois un atelier dans le sous-sol intitulé « L'avenir du monde en 2050 ». Et comme je suis passionné d'avenir, je me présente à cet atelier et voici le résumé de chercheurs, un Américain et un Allemand, présentent les résultats suivants. Ils ont divisé le monde de 180 pays, ils n'ont pris que les pays de l'OCDE, connus, et les pays émergents. Et ils ont laissé tomber l'Afghanistan, le Pakistan, parce qu'ils ne produisent rien dans la richesse mondiale. Donc les vieux pays de l'Europe et de l'Occident, et puis les pays émergents. Et ils partagent le PIB mondial en 2 parties. Alors voici les résultats. 1960, les pays européens, occidentaux, Amérique et Japon font 70%. Les pays émergents n'existaient pas, le Brésil, la Chine, tout ça. 1980, 90, 2000, les bronzés, les Chinois, ils arrivent à 45% du PIB mondial. Et l'Europe décline, vieillit. Et puis arrive 2020, mon Dieu, c'est l'humiliation. Les pays émergents, les sous-développés il y a 30 ans, arrivent à 50-55%. Et les pays occidentaux continuent à décliner dans le truc, puis arrivent, à un moment donné, ils arrivent à 60% de puissance des pays émergents et 40% pour les pays occidentaux, l'OCDE, c'est le déclin. Et puis ils font une projection 2050 et tout se retourne radicalement. Les vieux pays, on va dire de l'hémisphère tempéré nord, remontent à 60% et les pays émergents redéclinent à 40%. Quelle stupeur! Et bien évidemment, nous leur demandons, mais comment vous pouvez imaginer, c'est de l'imagination mesurée, extrapolée,
Et voici la réponse qui, pour moi, me paraît fondamentale. Ces pays, les Chinois, les Brésiliens, les Russes, tous les émergents, ont voulu faire en 50 ans ce que le monde occidental a fait en 200 ans. Et sur la base de 10% de croissance par an, ils se sont plantés parce qu'ils n'ont pas pu recycler les déchets qui s'accumulent. Les pauvres se sont accumulés, les villes se sont détruites, leurs civilisations se sont détruites, ils n'ont pas fait de développement durable. Et si le monde occidental reprend la main dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est parce que nous pourrions avoir une très bonne maîtrise du développement durable. Le deuxième argument pour lequel je suis très confiant, les derniers textes publiés par Jérémy Revkin, les prospectivistes américains et d'autres, nous disent que nous sommes devant un Kondratiev. Le Kondratiev, c'est des cycles de croissance de 40-50 ans. Et le monde occidental en a connu 3 ou 4. Et puis après, il y a des petits cycles de 4-5 ans, mais il y a des grands souffles. Le premier grand souffle, c'est la machine à vapeur et le chemin de fer. Ça a duré 50 ans. Le deuxième souffle, c'est le moteur à piston, etc. Puis après, c'est l'énergie électrique. Et puis, depuis 1980, on est en déclin, à la recherche d'un nouveau souffle. Et le nouveau souffle qui apparaît, la 4e révolution industrielle, elle est fondée sur l'informatisation de la société et les énergies renouvelables. On rebat les cartes. Et dans 2010-2040, l'Occident a vraiment toutes ses chances. Bon. Je vois que vous êtes assez conscient. Pascal Boniface, alors si on ne parle pas de déclin, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt d'une perte de monopole? Oui, effectivement, on parle de la grande révolution stratégique qui a été la fin de la guerre froide, mais il y en a une qui est beaucoup plus importante encore et qui se déroule sous nos yeux depuis déjà quelques temps, parce que la guerre froide n'a duré que 50 ans. Là, c'est une période historique de 5 siècles qui prend fin, c'est la fin du monopole occidental sur la puissance. Pendant 5 siècles, les Occidentaux, l'Europe d'abord, relayée par les États-Unis ensuite, ont eu le monopole de la puissance et ils pouvaient décider de tout. Si vous prenez une carte du monde au début du XXe siècle, elle est entièrement européenne parce que les deux Amériques sont certes indépendantes, mais politiquement, stratégiquement, économiquement, ils sont liés à l'Europe et le reste du monde est sous domination coloniale à quelques exceptions près. C'est cette période historique qui prend fin sous nos yeux. Et quand on parle de déclin, c'est un déclin relatif. Ce n'est pas tellement que le monde occidental décline, c'est que les autres émergent. Et que le déclin relatif du monde occidental n'est en rien un appauvrissement. Nous sommes encore les plus riches, nous sommes encore les plus puissants. Le niveau de vie par habitant, alors bien sûr on peut se plaindre de la remise en cause du modèle social, etc. Mais quand on compare avec les autres pays, il fait rêver. Pour nous, c'est un cauchemar parce qu'il est remis en cause. Il fait rêver les autres pays. Les Chinois commencent à réfléchir à mettre en place un système de retraite pour un pays communiste. Nous, il est quand même en place depuis longtemps. Donc, cette question du déclin, c'est en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, madame, tout va dépendre comment nous réagissons. Si l'on voit que la montée en puissance des autres est une menace et que nous réagissons de façon agressive par rapport à cette menace, dans la mesure où nous avons encore, sur le plan militaire et stratégique, une avance très forte par rapport aux autres, eh bien, nous allons à la catastrophe. On voit d'ailleurs comment les dernières grandes interventions militaires occidentales, Afghanistan, Irak, on voit quel succès elles ont apporté sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan stratégique au monde occidental. Si par contre nous pensons qu'il y a d'autres opportunités, et je rejoins là Jean-Louis Hugou, déjà, on peut dire que d'un point de vue moral, le fait que des dizaines de millions de Brésiliens, de Chinois, d'Indiens aillent se coucher sans avoir faim est quand même plutôt satisfaisant. Et puis, ce sont de nouveaux partenaires, ce sont de nouveaux marchés. Ce sont à la fois de nouveaux concurrents, mais également de nouveaux marchés. Donc, tout dépendra comment nous réagissons. Ce qu'il faut accepter, c'est la perte du monopole. Mais la perte du monopole ne signifie pas affaiblissement. L'enrichissement du Brésil n'est pas forcément l'appauvrissement de l'Europe. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. En fait, c'est plutôt une multipolarisation à laquelle on va assister, on assiste en ce moment. Alors, Éric Denessé, vous aussi, vous ne parlez pas de déclin. En revanche, vous vous inquiétez de l'augmentation des risques sociétaux.
Oui, alors, deux choses pour rebondir sur ce qui a été dit avant. À long terme, effectivement, pas de déclin, pas de raison d'être inquiet. Je vous invite à lire les thèses de Pierre Cozandé sur la suprématie de l'Occident. Ça n'a rien à voir avec des théories raciales, mais c'est très intéressant sur ce qu'a fondé depuis l'Antiquité la suprématie de l'Occident sur le reste du monde, les conditions géographiques, historiques. Et parmi les éléments qui ressortent de son analyse, et des analyses qui sont faites, c'est que la fin de la guerre froide a ralenti le développement de l'Occident. On estime que les découvertes scientifiques qui vont être faites dans les 5 ou 10 ans ou 15 ans à venir, si la guerre froide avait continué, auraient été faites déjà depuis 10 ou 5 ou 10 ans, puisque les investissements qui étaient faits dans le domaine militaro-industriel et dans toutes les technologies en grappe qui les accompagnent ont été ralentis du fait de la fin de la guerre froide, ce qui a eu un impact économique. Ça, c'est un peu l'aspect stratégique. Sur l'aspect plus sociétal, comme vous le disiez, là, moi, je suis à très court terme un peu moins optimiste. Alors, pour rebondir aussi sur ce que disait Pascal Boniface, nous vivons dans des sociétés de nantis et nous avons des maladies de nantis. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on travaille sur les risques qui gangrènent nos sociétés, on voit, comme dans la pyramide de Maslow, vu que nous avons tout, eh bien, nous sommes en train de nous créer des vers, des virus, ce qui nous empêche de fonctionner normalement. Et quand on travaille sur le renseignement, quand on travaille sur qu'est-ce qui aujourd'hui vient perturber le développement des entreprises, on est très frappé par la multiplication des problèmes spirituels et militants qui viennent gangréner nos sociétés, ce qui montre qu'une fois qu'on a tout, on se pose la question de l'existentiel, mais que l'existentiel peut avoir des conséquences terribles sur le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, la pénétration des sectes, le développement de l'islam radical sectaire, le développement des théories animalistes, éco-terroristes, défense de la planète, qui à la base sont toutes des idées légitimes, la bonne gouvernance, l'écologie, la transparence, la lutte contre la vivisection, eh bien, donnent systématiquement lieu à des mouvements militants d'abord, à des mouvements terroristes. Certains tuent au nom des droits des animaux parce qu'on n'a pas le droit de faire souffrir une souris. Je ne rentre pas dans le débat, mais ce sont pour moi toute une série de signes, finalement, d'une société en perte de repères, finalement de maladie de nantis qu'on n'a pas quand on est coréen ou brésilien et qu'on se bat pour se développer et pour se nourrir. Alors, Olivier Gantoin, moi j'aimerais vous poser aussi cette question, mais sous un autre angle, puisque vous êtes notre spécialiste énergie, par rapport à la consommation d'énergie et à la possession d'énergie. Est-ce que ça ne peut pas changer justement la donne et nous amener vers un déclin ? Ça pourrait en tout cas, puisque le modèle de notre société est vraiment basé sur l'énergie. L'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est la vie économique. Et en fait, l'économie va bien si jamais elle dispose de l'énergie dont elle a besoin pour se développer. Donc il y a deux aspects derrière ça. Le premier, c'est que, comme l'a dit M. Guigou, si jamais nous ne prenons pas des décisions au niveau planétaire pour économiser cette énergie, on va dans le mur. Il y a le problème du réchauffement climatique, il y a le problème de l'épuisement des ressources. Et donc, dans la compétition à venir, parce que ça sera quand même une espèce de compétition, en tout cas on peut le regarder comme ça, les gagnants ou les mieux lotis seront ceux qui seront les plus efficaces dans leur capacité à économiser l'énergie. Maintenant, est-ce qu'on va manquer d'énergie demain? La réponse est non. Quand j'étais petit, il y avait 40 ans de réserves pétrolières prouvées. Aujourd'hui, il y a toujours 40 ans de réserves pétrolières prouvées. Et en fait, les réserves pétrolières estimées sont à peu près de 250 ans, enfin 150. Les réserves gazières sont de 250 ans. Les réserves de charbon sont de plus de 300 ans. L'uranium, j'en parle même pas, tellement il y en a. Donc en fait, il n'y a pas de menace du point de vue d'un manque éventuel d'énergie à consommer, mais ça ne doit pas nous inciter à la gaspiller, bien entendu. Évidemment. Alors, pour terminer avec cette question, j'aimerais vous demander à chacun avec qui ou à quel intérêt aurait l'Occident à s'associer avec certains pays de façon justement à éviter que ce déclin ne s'enclenche, même si vous ne parlez pas de déclin. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, Pascal Boniface, vous, vers quel pays vous aimeriez que l'Occident aille et se rapproche? Déjà, on peut aussi parler en blocs régionaux, parce que la taille du pays par rapport à l'Europe, notamment, elle peut être valable pour la Chine, pour l'Inde, mais le Brésil, pour important qu'il soit, est aussi vu dans un contexte régional, le Mercosur. D'ailleurs, il y a les accords Europe-Mercosur. Alors bien sûr, le partenaire naturel de l'Europe, c'est les États-Unis, donc le monde occidental au sens large, mais je crois que nous n'avons pas intérêt à nous fermer des portes. Et dans un monde multipolaire, nos relations doivent être multipolarisées et multilatérales.
L'Afrique, nous sommes quand même passés par rapport à l'Afrique d'une période où l'afro-pessimisme régnait il y a une dizaine d'années à une époque où il faut se rendre compte que l'Afrique rentre de plein pied dans la mondialisation. Elle fait, malgré quelques échecs patentés du style Somalie, Zimbabwe, etc., 5% de développement par an au global depuis 10 ans, et que c'est un partenaire historique que nous aurions tort de négliger au moment où d'autres, Japon, Chine, Brésil, qui n'y étaient pas, s'y intéressent. Bien sûr, sur l'Asie, l'Europe a toujours été relativement négligente par rapport à l'Asie, où s'est focalisé sur le géant chinois, voire japonais, en négligeant Corée, Vietnam, etc. Et donc ce sont des partenaires à ne pas négliger. L'Amérique latine et l'Amérique du Sud, qui auparavant étaient partagées entre guérilla et dictature, avec une instabilité économique très forte, est maintenant une zone en pleine prospérité. Et au-delà, y compris, je vais peut-être décevoir les fans des Pussy Riot, mais la Russie ne peut pas être négligée parce que c'est, sur le plan énergétique et sur le plan politique, c'est un partenaire officiel très important. Et je crois que notre intérêt, c'est de faire du coup par coup, de à chaque fois regarder quels sont nos points d'accord, en quoi nous avons intérêt à jouer ensemble et quelles sont les limites à fixer pour ne pas être, il ne faut pas être naïf dans les relations. Le libre-échange doit être sur deux voies et pas avoir liberté, par exemple avec la Chine. Il est nécessaire de rétablir certainement les termes de l'échange qui sont inégaux, mais ça ne veut pas dire fermer la porte. Et donc nous devons être frileux sur rien et ne pas penser qu'il y a des zones ou des pays avec lesquels nous avons des accords naturels et des zones qui nous seraient interdites ou avec lesquelles il faut prendre le monde tel qu'il est, et même si on veut le changer, c'est à partir de sa réalité, pas d'un monde que l'on rêve. Absolument. Jean-Louis Ligou, vous m'aviez parlé de l'Afrique, qui était vraiment un pays dont on pourrait se rapprocher justement pour éviter ce déclin. Pour vous, c'est vraiment, comme vient de l'évoquer Pascal Boniface, un partenaire naturel. Oui, merci infiniment. Je ne m'oppose pas du tout à toi, Pascal, mais ma réponse est tout à fait différente. Nous disons, nous, dans nos travaux, que la mondialisation, qui consiste à aller n'importe où, en Chine, au Vietnam, faire n'importe quoi avec n'importe qui, pour acheter au moindre coût, cette mondialisation libérale, elle nous a conduit à la crise. Et que se constituent des blocs, qu'on appelle ça la régionalisation, des blocs, des grands blocs. L'Europe a été la première à faire ce bloc et elle va résister, vous allez voir, c'est inévitable. Et c'est le retour de la proximité. Parce qu'aller très loin, ça coûte très cher, il y a la contrainte carbone, on ne sait pas qui ils sont, les Chinois sont très méchants et vindicatifs. Et donc c'est le retour du voisinage. Et le voisinage pour nous est historiquement fabuleux, parce que la Chine est développée, l'Amérique du Sud est développée, il n'en reste plus qu'un, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Le 21e siècle sera africain. C'est le dernier pays sous-développé qui va sortir. Et là-dedans, vous avez 500 millions de francophones. Et quand vous regardez la 1 ou la 2, la télévision, mettez-vous dans l'idée que sur le même méridien, vous avez 100 millions de personnes qui regardent la même télé, les mêmes matchs de foot de télé et les mêmes débats. Et donc, nous sommes des partants, des partenaires de la régionalisation, travailler avec ses voisins. Et j'ai un exemple à vous donner, parce qu'il me fascine. Ce sont les Allemands. J'aime ces gens. Je le dis haut et fort. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont très rigoureux, mais ils agissent. Et regardez leur business model, s'il est génial. Ils ne vont pas s'implanter tellement en Chine, en Amérique du Sud. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, les Allemands ont eu peur que les Tchèques, les Polonais viennent tous à Bonn pour profiter de la vie et y avoir des emplois. Et d'une façon systématique, un grand bureau, le BDI, Bund Dutch Industrie, a fait le tour des industries en disant « Vous allez externaliser des fonctions, créer des emplois. Si vous ne voulez pas que les Polonais viennent chez nous, il faut que le capital aille vers l'emploi. » Et les Allemands ont phagocyté, absorbé 120 millions de population des pays de l'Est. Ce qui fait que ce pays est puissant, non pas par ses 80 millions de population, mais parce qu'il a 80 plus 120. Et que font-ils? Ils me le disent, c'est clair, on a fait des études. Et ils veulent un voisinage de 2 jours et demi de camions pour rapatrier la sous-traitance.
Et donc, regardez ce modèle génial. Ils font produire à l'Est pas cher, ils assemblent chez eux, ils vérifient la qualité et ils vendent en Europe à haut niveau de revenus. Et tout ça, c'est 800 km à droite et 800 km à gauche. Ils gagnent 150 milliards par an et ils créent des emplois industriels. Que disent nos amis arabes et du Sud? Ils nous disent c'est la même chose. Si vous ne voulez pas que les Arabes montent en Europe, eh bien, aidez-nous à nous développer.